Kagami a répondu à ma vidéo, enfin, pas toute ma vidéo, il a évité certaines parties, mais je vais y répondre encore une fois. Encore une fois, ce débatteur a confondu vitesse et précipitation avant d'essayer de me répondre. Donc, je vais devoir le débunk une bonne fois pour toutes. Il y a un point intéressant à souligner dans cette vidéo à développer, c'est la vitesse de gaz qu'on va estimer ensemble. Et pour le reste de la vidéo, on va la débunk point par point en exposant les sophismes et les techniques au rabais qu'il utilise pour vous raconter n'importe quoi. Sophisme, retenez bien ça. Le combat Saitama-Garou Cosmique, il a réglé la question. Le choc de leur coup, il a fait un trou dans l'espace. Non, pas tout à fait. Ça, c'est un trou dans l'espace. Si j'avais voulu parler d'un trou au sens dimensionnel, j'aurais parlé du fait que Saitama est rentré dans la dimension de Phoenix Man, en toquant car il pensait qu'on parlait de lui dans une autre dimension. Mais cela n'est pas un feat de puissance. C'est un effet scénaristique que peuvent faire les artistes pour impressionner le lecteur. L'espace désigne couramment la région de l'univers située au-delà de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est au sens astronomique. En power scaling, l'espace est au sens physique et géométrique. Mais ça, tu ne peux pas. Alors pour commencer, un des principes du sophisme est de ne pas répondre sur le fond d'un propos, mais à la forme. Kagami sait parfaitement ce dont j'étais en train de parler, étant donné qu'il a regardé mes autres vidéos et même aimé ceux qui ont voulu me débunk sur le sujet, mais là, son but est de créer une distraction et de jouer la carte de l'ignorance, qui ne change absolument rien à ce que j'explique dans mes vidéos. Et qu'il regarde, bien entendu. Mais là, il dit au sens du power scaling. Il veut dire ce système inventé par des fans qui n'est pas officiel et qui n'a aucune autorité. C'est un procédé du sophisme qu'on peut appeler par l'argument d'autorité. On peut lui donner aussi un autre nom qui est le déplacement du poteau. Le but consiste à inventer ou à modifier ses propres règles et critères, puis à exiger de l'adversaire qu'il s'y conforme, alors qu'aucune règle ne t'impose à le faire. Et c'est ça le power scaling, utiliser leurs propres règles et vous imposer de vous y conformer. Ma logique est que pour déterminer la force d'un perso, il faut prendre en compte sa capacité de combat, ses destructions réelles, vitesse, défense, mais pas les effets scénaristiques. Je prends ce qui est concret. Contrairement à des power scalers qui sont incapables de différencier ce que le perso sait réellement faire et ce qu'il peut réellement détruire, et ils inventent même des relatives, des multiplications, des interprétations. C'est du genre, waouh, elle peut créer un univers, donc la logique, elle peut lancer une attaque du même niveau et résister à une attaque du même niveau. Et eux pensent que je vais accepter cette logique. Toi, savoir, vu que tu ne sais pas faire de power scaling, ça aurait été plus judicieux de ta Ça ne m'intéresse pas le sophisme. part de parler d'un vide dans l'espace au lieu d'un trou dans l'espace qui est une perforation du tissu même. Et toi-même, en disant ça, tu te rends compte de la différence. En gros, il sait parfaitement de quoi je parle. Et que les scènes scénaristiques, j'en ai rien à faire. Depuis Gotenks contre Majin Buu, il y a eu énormément de persos qui ont crié et déployé leur énergie. Aucun trou dimensionnel ne se forme, car ce n'est pas nécessaire dans le scénario. Et ce n'est pas un niveau de puissance. Car en quoi cela te permet de battre ton adversaire? Tu cries, il y a un passage, et alors? Le ciel devient violet, il y a des fleurs qui poussent autour de toi. Et alors? Parce que, oui, ils ont fait un trou dans le vide spatial jusqu'au moins à l'univers observable. Erreur fatale des fans de One Punch Man qui ne savent pas scale. Il n'y a aucune preuve textuelle ni dans le manga et encore moins dans les databooks qui stipuleraient que plusieurs galaxies ont été détruites. Si le narrateur avait explicitement parlé de plusieurs galaxies détruites durant le clash ou bien d'un vide continu sur l'univers observable, j'aurais été le premier à dire que c'est Saitama scale à multi-galaxy level, mais c'est pas le cas. Retenez bien ce passage. J'aime beaucoup comparer la réalité à la fiction. Je suppose que tu sais que même si on pointe un télescope assez puissant dans une région apparemment sombre de l'univers, on pourra y distinguer des galaxies comme le célèbre champ profond de Hubble. En fait, c'est trop drôle car j'ai fait des vidéos pour expliquer pour Hubble, étant donné qu'il a démontré à de nombreuses reprises qu'il ne comprend rien en astronomie avec les autres power scalers. Il a sans cesse continué à répéter Solar System, Solar System. Et récemment, je suis arrivé et j'ai expliqué pour les galaxies. Et là, le discours, il a changé. Et pour sauver le fait qu'il ne savait pas, et maintenant, il essaie d'expliquer que genre il savait, en le sachant avant. Comment maintenant il peut venir à la conclusion qu'il a détruit seulement les étoiles et épargné les galaxies autour? C'est quel genre de logique ça? La réponse est qu'il ne le savait pas avant mes vidéos. Donc même dans ce vide suivant ta propre logique, il devrait quand même avoir des galaxies là-bas. Mais sur la base de je ne sais quel calcul, tu te permets d'affirmer que la portée de l'attaque serait minimum de l'ordre de l'univers observable. Donc si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais avoir les calculs qui te permettent d'arriver à cette conclusion. Ça m'a fait extrêmement plaisir que tu puisses apprendre pour Hubble, même si là maintenant tu fais un peu le mec qui savait déjà. La lumière que nous recevons
Elle est constituée de photons déjà en voyage d'étoiles proches et de galaxies lointaines jusqu'à la limite de l'univers observable. Tu as même parmi elles des étoiles qui ont pu disparaître à 12 milliards d'années-lumière, mais leur lumière nous parvient encore. Pour rendre cette région totalement noire, la puissance a dû donc supprimer les photons présents dans toute la zone concernée jusqu'à l'univers observable. Là aussi, c'est un trou dans l'espace. Dans le cas de Saitama et Cosmic Garou, on parle plus d'un trou dans la galaxie. Ceci est un feat de puissance multi-solar system level. Si tu t'es intéressé à l'astronomie, tu saurais qu'en regardant dans n'importe quelle direction, dans même l'équivalent d'un grain de sable, il y a des milliers de galaxies. Et ça, il l'a appris grâce à moi. Maintenant, il fait genre qu'il le savait déjà et que magiquement, apparemment, quand Saitama il a détruit ses multi-solar systems, il a épargné les galaxies. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'exemple du champ profond de Hubble pour démontrer que ton affirmation selon laquelle la portée de l'attaque serait de l'ordre de l'univers observable est complètement fallacieuse. Il fut un temps où moi-même j'ai classé Saitama au niveau multi-galaxie, mais ce n'était que spéculation. Je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo. Et en étant très optimiste, voire même fanboy C'est la vidéo que tu as faite après la mienne. sur les bords, on peut classer Saitama au niveau multi-galaxie. Donc en fait, j'adore ton regard, car Kagami, je sais que tu regardes mes vidéos. Tu réponds à ceux qui me répondent. Après, c'est bien de pouvoir changer son discours quand tu sais qu'il va être débunk en jouant la carte de « Oh, mais je savais ». Car j'ai répondu à cette vidéo. Et là, maintenant, il fait genre Même si c'est débattable. Peut-être c'est trop demandé, mais est-ce que le débat peut rester centré sur les arguments au lieu de bifurquer sur ma personne et mes centres d'intérêt? C'est un peu dommage de s'avouer vaincu comme ça au début de ta vidéo. Kagami, j'avoue que dans mes réponses, j'ai été un peu dur avec toi, plus que nécessaire. Mais te voir dans les commentaires quand t'as bavé sur moi, alors que on se connaît quand même, toi et moi, j'ai pris cela un tout petit peu personnellement. Et tu me connais, si tu m'attaques, derrière, je vais t'attaquer. Mais dans les prochaines vidéos, je vais être un peu plus gentil, même si là, tu fais preuve de beaucoup de sophisme. Puissance pure dans toute l'affection. Combien de personnes peuvent faire ça? Il y en a un sacré paquet, comme ça au pif, qui en plus tabasse Saitama, c'est l'hormone. C'est faux. C'est leur moon utilise des axes, mais c'était marrant. En disant c'est faux, c'est un axe, tu fais une fuite sémantique parce que tu ne connais pas le power scaling et tu ne sais pas ce que c'est que. Kagami, tu fais exactement ce que tu racontes. J'ai dit puissance pure, qui désigne le fait d'utiliser uniquement ses capacités physiques, sans armes, magie, technique spéciale ni axe, étant donné que Saitama a utilisé la force de son poing. N'importe qui peut faire une recherche pour vérifier ce que je dis et ce qu'est la puissance pure, la force pure ou la force brute. Et tu es en train de vouloir refaire un sophisme en désignant les axes et les capacités spéciales qui en feraient partie maintenant? Tu es coincé par le fait que Sailor Moon a des exploits de puissance cosmique indiscutables, notamment contre le chaos primordial. Donc tu essaies arbitrairement de créer une règle en disant que les exploits par axe ne comptent pas, ce qui est complètement fallacieux. Là, tu es en train de faire un homme de paille car j'ai bien dit qui en termes de puissance pure, et là, tu es en train de tout mélanger. Et je n'ai jamais dit que les axes ne comptaient pas. Par contre, je fais la différence avec les axes qui sont directs et indirects, et aussi les feats scénaristiques. Par exemple, Goku qui est capable de lire dans les pensées de Krillin, c'est un feat scénaristique et inutile. C'est encore une fois une tentative désespérée de minimiser les exploits de l'adversaire pour sauver ton propre narratif, mais là, ce genre de technique au rabais ne fonctionne pas sur moi. L'axe. Après, c'est pas de ma faute si tu ne connais pas la définition de la force pure ou force brute ou la puissance pure. Une statistique de puissance à part entière. Exemple, le fait de pouvoir détruire un univers, modifier un univers ou bien recréer un univers par la pensée ou bien avec un artefact ne minimise en rien le potentiel d'attaque qui reste de portée universelle. Sauf que c'est un argument fallacieux du power scaling de dire que ton niveau de création universelle est équivalent à ton niveau d'attaque universelle, alors que ce n'est pas dit dans l'œuvre. Tous les axes ne peuvent pas être mis au même plan. Sailor Moon peut créer tous les univers, tous les multivers qu'elle veut. Tous les axes ne peuvent pas être mis au même plan. Sailor Moon peut créer tous les univers, tous les multivers qu'elle veut. Elle ne fera rien du tout contre Anos. On s'en moque de savoir si tu frappes fort avec ton poing ou bien si tu effaces l'univers avec une pierre magique. Ça ne change rien. L'exploit de puissance reste universel ou multiversel. Je pense qu'il le fait exprès parce que j'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas mettre le pouvoir de la création et le pouvoir de la destruction au même niveau. Vous classez tout ensemble et décidez que c'est vos règles, sauf que les gens n'ont pas à les accepter. Je viens de me rappeler que tu avais aussi inventé que quand tu te transformes, tu passes à un autre tiers. Bah non, les gens n'ont pas à accepter ça. Vegeta ne résiste même pas à une explosion planétaire. Il se ferait one shot. Freezer, coupé en deux, épuisé avec l'énergie que Goku lui a donnée, a résisté à l'explosion de la planète Namek, est plus puissant et plus résistant que Freezer. Freezer avait à la base retenu son attaque pour ne pas être pris dans l'explosion. Il y a une grosse différence entre être pris dans une explosion et mourir de celle-ci. Le problème ici, c'est que Freezer sait que les Saiyans ne survivent pas longtemps dans le vide spatial. Et à cette époque, Goku ne maîtrisait pas la téléportation et Survivent pas longtemps? les barrières de ki avancé. Il finirait par mourir dans le vide spatial. Donc, en gros, Vegeta, il aurait pu survivre quelque temps, mais apparemment,
Il a vu l'attaque arriver, il n'a pas rejoint Whis et les autres. Tu comprends la contradiction dans tout ton argument là? Dans Dragon Ball, il existe une chose commune à tous les personnages, c'est le ki. Et avec le ki, tu peux booster ta puissance, ta vitesse et ta résistance. Et pourtant, Vegeta n'a pas rejoint Whis et les autres, il a regardé ce qui s'est passé, il ne s'est pas protégé avec son ki. C'est Vegeta dans Dragon Ball Super a plus de ki que Freezer sur l'arc Namek, donc Et il s'est pas protégé. une meilleure résistance. Souviens-toi au chapitre 231, quand Vegeta s'apprêtait à pulvériser la Terre, il a dit à Goku, esquive si tu en es capable. De toute façon, si tu en réchappes, la Terre sera réduite en cendres. À aucun moment, Vegeta ne dit on sera réduit en cendres. Mais t'as compris que c'est une incohérence scénaristique. Il va aller où ensuite? Ou bien l'explosion nous réduira en cendres. Logique vu qu'ils ont une résistance supérieure à leur potentiel d'attaque. Dans Dragon Ball, les attaques physiques font très souvent plus de dégâts que les attaques de ki capables de faire sauter une planète en un Ça vient de quel databook ça? Tu viens de l'inventer. instant. Et là, il n'y a aucune personne qui a vu et lu Dragon Ball qui pourra me dire le contraire. Et il y a aussi ce Moi je peux te dire le contraire. Ce n'est dit nulle part ce que t'es en train de raconter. T'es en train de mentir. passage dans l'anime où on voit le roi Vegeta faire sauter 3 planètes en un instant et se protéger avec une barrière de ki. Tu parles d'une scène filler qui était incohérente et qui a été retirée dans Dragon Ball Kai. Mais là, tu seras tenté de me dire que ça se retrouve uniquement dans l'anime, donc c'est pas canon. Mais dommage pour toi, Akira Toriyama avait dit dans une interview, disons-là, comme une aventure dans le manga correspond à peu près à 10 minutes d'animation et qu'un épisode fait en moyenne 30 minutes, toute la saga Dragon Ball serait passée très vite. L'équipe d'animateurs a donc inséré des histoires originales. J'admire ce qu'ils ont fait. C'est un sacré travail. Dragon Ball, c'est l'anime et le manga. Oui, comme tu viens de le dire toi-même, ce sont des scènes ajoutées par l'équipe de l'anime. Et elles ne viennent pas donc nécessairement d'idées de Toriyama, mais pouvaient venir aussi de son éditeur. Toriyama lui-même expliquait dans le Daizenshuu numéro 3 qu'il pouvait transmettre des idées et participer de différentes manières, mais il lui arrivait aussi de découvrir certaines scènes en regardant l'anime. Une partie des ajouts servait notamment à éviter que l'anime ne rattrape le manga. Toriyama était occupé avec le manga quand même. Dragon Ball Kai a ensuite supprimé une grande quantité de ses contenus ajoutés afin de proposer une version plus resserrée et plus proche du manga original de Toriyama. Donc oui, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super ou même Dragon Ball Daima, ça reste du Dragon Ball, évidemment. Mais c'est du Dragon Ball ne signifie pas que chaque scène, chaque idée et chaque élément de ses productions viennent directement de Toriyama. Les mettre au même plan, c'est une dinguerie. Faut être vraiment désespéré et s'avouer vaincu pour utiliser une scène incohérente scénaristiquement et qui a été retirée pour se justifier. Si une scène vient de l'anime et qu'elle ne contredit en rien les événements du manga et respecte les règles établies de l'univers, elle sert d'excellente base visuelle pour illustrer ce dont les personnages de ce rang sont capables de faire. Et surtout, il vient de marquer un but contre son camp. Quand tu dis on peut prendre une scène de l'anime tant qu'elle ne contredit pas le manga, tu établis toi-même une hiérarchie. Le manga est la référence à laquelle tu compares l'ajout animé, car tu sais que le manga c'est directement du Toriyama. Ensuite, tu transformes l'absence d'une contradiction en preuve d'authenticité. Ça s'appelle un argumentum ad ignorantiam, ton sophisme préféré. Une scène peut parfaitement être compatible avec le manga tout en ayant été entièrement imaginée pour l'anime. Et clairement une incohérence scénaristique où on le voit se faire exploser. Le Kaio confirme qu'il est mort, mais en fait ils le font revenir. Ce n'est pas une incohérence et ça prouve une fois de plus que tu n'as pas. Le Kaio peut se tromper comme il s'est trompé avec Goku. T'essaies de comparer que Kaio a arrêté de regarder avec Kaio, spectateur direct du combat avec Goku Freezer. Et Goku vaporisant Freezer. Mais t'es sérieux? Toriyama lui-même expliquait qu'après Freezer, il avait tellement donné qu'il était épuisé et ne pensait pas pouvoir faire un meilleur combat. Il s'est même demandé, est-ce que je dois vraiment continuer? Et comme tu l'as confirmé, et tout le monde le sait, il écrivait au fur et à mesure. Après, si ça se trouve, tu as raison, il avait le même chirurgien que Topai Pai. Tu sais, l'assassin que les Power Scalers classent minimum building level et qui, selon ta théorie, devrait avoir une résistance similaire. Mais par contre, il s'est fait réduire en miettes par une grenade. Elle devait être City level, voire Island level. Mais bien sûr, il n'y a pas eu de dégâts de zone, vu que la grenade, elle avait sûrement un fameux key control qu'utilisent les Power Scalers. De façon procédurale, donc il ne connaissait même pas encore la fin. Et même comme ça, il a su conserver une cohérence chirurgicale tout au long de son œuvre et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dragon Ball c'est le meilleur manga de tous les temps. Dragon Ball c'est bien, mais il y a trop d'incohérences dedans et le fait de le nier c'est une dinguerie. Toriyama devant une interview, il le disait, je ne prends pas de notes, c'est pour cela que je continue d'oublier des choses. Ça ne veut pas dire que Dragon Ball est mauvais, mais il y a trop d'incohérences que toi, tu essaies de défendre. Ensuite, si tu avais lu Dragon Ball, quand Kid Buu a voulu détruire la Terre, qu'a dit Vegeta après l'avoir empêché?
Il veut être réduit en miettes. En miettes par quoi? Ah oui, une explosion planétaire. C'est toujours pas ce que Vegeta dit dans la version originale. Dans la version originale, Vegeta dit tu as l'intention de te faire exploser toi aussi est mis pour la planète et Kid Buu n'a pas besoin de renforcer. Mais c'est quoi ce jonglage? Car Vegeta lui dit ça sur l'instant et c'est Goku qui lui explique qu'il peut se régénérer. Donc en fait, c'est quoi ton argument? Son corps requis pour une vulgaire explosion planétaire vu qu'il possède déjà une régénération monstrueuse. Un autre Là, t'arrêtes pas de parler de résistance planétaire alors qu'il mange de la glace, le sol, des cubes de fer, des aiguilles, des tasers. Résistance planétaire, ouais, bien sûr. Si vous n'avez jamais remarqué, les explosions dans Dragon Ball ressemblent plus à des réactions en chaîne. Ce qui peut être gigantesque sans que l'attaque initiale ait nécessairement fourni assez d'énergie. possible, mais tu oublies que les personnages compriment très souvent leur énergie avant de lancer l'attaque. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la puissance de one-shot une planète. Exemple, regarde le Kamehameha de Goku qui se retient avec le Ki Control. Donc la première image, c'est de montrer Beerus qui a un axe, c'est un dieu de la destruction, et qui a pour travail de détruire. Et là, ce que tu es en train de montrer, c'est Goku qui annule une attaque de Beerus quand ils ne sont pas sur Terre. C'est n'importe quoi ce que tu es en train de montrer. Regarde la planète à côté. Donc n'importe quel personnage supérieur ou égal à un Saibamen peut one-shot une planète. Et ça ne veut pas dire que les personnages ne sont pas capables de one-shot une planète avec un seul coup de poing. Le Ki Control existe bien dans Dragon Ball, mais les maxeurs leur inventent une fonction qui n'est jamais explicitement établie dans l'œuvre. Contrôler son Ki, c'est ajuster, concentrer et réduire son énergie. Quand un personnage veut frapper plus fort, il augmente justement le Ki mobilisé dans son attaque. Tu peux concentrer la zone d'impact d'une attaque puissante, mais c'est dit où que les dégâts sont magiquement réduits à l'impact. Les maxeurs, ils inventent une prétendue réduction magique des dégâts. Quand Goku frappe physiquement le sol, on voit très bien les effets produits, des impacts, des fissures, des cratères. Et Gohan dit même à Goku de se lâcher face à Moro, car ils ont les Dragon Ball. Ou dans Dragon Ball, vous les avez vus déjà avoir peur de détruire la planète avec un coup de poing. Ce n'est dit nulle part que leur coup possède automatiquement une puissance destructrice équivalente à celle des attaques de Ki. Et c'est précisément là que son raisonnement il devient circulaire. Il part du principe du power scaling que son attaque spéciale doit être équivalente à sa défense physique. Sa défense physique doit être équivalente aussi à son attaque spéciale. Et il utilise cette supposition pour expliquer pourquoi les dégâts visibles ne correspondent pas à cette puissance. Sauf que c'est sa propre invention. Si ce n'est pas dit que c'est une équivalence, tu ne peux pas l'ajouter pour rationaliser. Au coup du même arc a dit à Freezer, tu peux détruire des planètes, mais pas un seul être humain placé devant toi. Après avoir utilisé ses attaques sur Goku qui sont plus puissantes que l'attaque qu'il a utilisée pour détruire la planète Vegeta. Donc tu n'as ni lu ni vu Dragon Ball et tu te permets de faire de telles affirmations. Ok, donc c'est toi qui n'as pas lu Dragon Ball jusqu'à la fin, parce que là, l'exemple que je viens de donner, ça réfute. Le même matériau plus solide par ailleurs. Tu n'as vraiment pas vu Dragon Ball. Le cas. La question est sur la résistance physique du personnage et au lieu de démontrer cette résistance, et vu qu'il ne peut pas la réfuter, par rapport à ce que montre l'œuvre, il déplace la discussion vers la résistance d'un matériau inventé dans l'anime qui n'a aucune cohérence. C'est comme si je te disais, regarde, une balle l'endommage et que tu répondais, oui mais regarde, je peux faire un trou dans le mur. Il ne contredit pas ce que je dis, il détourne le sujet. Sophisme du Red Earring. C'est vraiment pathétique. Saitama, il a fait l'unitaire en moins de 5 secondes. Il faudrait être à au moins 10% de la vitesse de la lumière pour faire ça. Waouh, 10% de la vitesse de la lumière, comme c'est pathétique. Piccolo au début. Aucun personnage de Dragon Ball n'est même pas à 10% de la vitesse de la lumière. Moi qui pensais que cette take catastrophique, c'était juste du rage bait, il a l'air de le penser vraiment. On va débunk ça tout de suite. Dans Dragon Ball Super, il a pris une balle. En maxant, on va dire que c'est du 500 mètres secondes. 0,0017% de la vitesse de la lumière. Quelqu'un capable de réagir à seulement 1% de la vitesse de la lumière l'aurait évité ou attrapé les yeux fermés. Et avec la relativité restreinte, plus Goku se rapprocherait de la vitesse de la lumière, plus le temps lui paraîtrait lent. À la vitesse de la lumière, pour lui, le temps serait comme à l'arrêt. Un peu comme ça, par exemple. Acaben con él. Ou comme ça, par exemple. Non seulement c'est de l'animation, mais en plus tu n'as pas besoin d'être à la vitesse de la lumière pour faire ce que Gohan a fait. Imaginons si Gohan parcourt environ 5 mètres entre chaque ennemi et que la distance totale soit d'environ 50 mètres. Si ses adversaires ont un temps de réaction de 0,2 secondes, pour agir avant leur réaction, il doit parcourir ces 50 mètres en moins de 0,2 secondes. Donc Gohan a besoin de se déplacer à peu près 900 km/h, soit 0,083% de la vitesse de la lumière. Tu peux monter à 0,001, ça te fait plaisir, hein, mais ce n'est toujours pas de la vitesse lumière. Et même pour faire des images rémanentes, tu peux être
À 1000 km/h, ça fonctionne. Goku est en mesure de prendre des vitesses hit, même quand celui-ci arrête le temps. Mais de quoi on parle? La raison pour laquelle il a passé le saut temporel, c'est parce que ce genre d'aptitude ne fonctionne pas sur un adversaire de niveau égal ou supérieur. Si tu avais lu l'explication de Whis, tu aurais pu éviter de raconter ce que tu viens de raconter à l'instant. Goku a pu casser le saut temporel juste parce qu'il déployait sa puissance au bon moment. Pour Skilling, quand on veut faire combattre un personnage, on le prend à son prime sans... Retenez bien ça, mais là en tout cas c'est juste du blabla. 40 ans de Dragon Ball, ça n'a jamais été écrit nulle part qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Et pour réfuter, il n'a rien. Mais comme il sait qu'il ne présente pas de preuves, il fait que des suppositions. Mais bon, il saurait ça s'il avait lu Dragon Ball et qu'il s'intéressait à la physique et aux mathématiques un minimum ou qu'il avait pris sa calculette. Je pensais avoir quelqu'un de mature en face de moi, mais visiblement je me suis trompé et les clashs ne m'intéressent pas. Hein. Je suis trop vieux pour ces conneries. Déjà qu'il s'agit d'un débat de puissance à la con. Et si ça peut J'avoue Kagami, j'ai été un peu méchant, mais je vais t'expliquer pourquoi. te faire plaisir, oui, je m'intéresse pas aux mathématiques ni à la physique et j'ai pas sorti ma calculette. On peut continuer maintenant? Oui, je sais, sinon t'aurais compris que Gohan n'était pas à la vitesse de la lumière, mais à culpa, j'ai été un peu sévère. Je te laisse même le soin de faire vérifier les calculs ou les vérifier toi-même. Tu peux donner les temps et les distances que tu as trouvées pour pouvoir calculer, parce que le temps que Gas a fait ça... Gas a pris 20 minutes. Non, mais continuons. À vol d'oiseau, quittant de la planète où se situait Whis à la planète céréale. Il l'a pris en beaucoup moins de temps parce qu'il s'est téléporté quand il a réussi à Non, Whis a estimé que ça mettrait 20 minutes. Maki n'est pas Whis. C'est pas elle qui est celle qui peut estimer mieux que lui. percevoir le ki de Goku. Voici le point intéressant de la vidéo. Lors de son combat contre Gas, Goku s'est téléporté aussi loin qu'il le pouvait 10 fois successivement. On n'a pas la taille exacte des intervalles, mais on a une distance qu'on peut très facilement estimer pour avoir une base. C'est la distance entre la planète Terre et la planète Namek. Tu n'es pas sans savoir que Goku peut très facilement se téléporter de la planète Terre à la planète Namek et inversement. Souviens? Oui, mais Goku n'est pas Gas. Il maîtrise mieux la téléportation que lui, donc je vois pas le rapport. Au chapitre 243, le temps qu'il faut pour arriver sur la planète Namek est de 34 jours. Et pour la planète céréale, c'est 18 jours, sauf que ça change à quoi? Avec le vaisseau du Tout-Puissant. Maintenant, pour connaître la vitesse du vaisseau du Tout-Puissant, il nous faut une distance. Mais dans l'animé, avec tous les rajouts, le voyage vers la planète Jupiter dure 55 secondes. On va prendre ça comme estimation basse. La distance moyenne directe entre la planète Terre et la planète Jupiter est de 628 millions de kilomètres selon... Attends, mais comment connais-tu la distance? C'est dans un databook? Ne me dis pas que tu t'es servi des connaissances scientifiques que nous avons pour établir que c'était similaire à notre monde, alors que tu exiges des autres qu'ils montrent que c'est dans les databooks. Même quand c'est des faits scientifiques connus. Sinon tu ferais un sophisme du poteau et prouverais que tu appliques tes propres règles quand bon te semble. Car moi ça ne me dérange pas, surtout si les calculs ils sont cohérents, mais ce serait culotté de ta part d'oser faire cela. Pendant son combat contre Gas, Goku s'est téléporté 10 fois d'affilée sur des distances qui peuvent être plus grandes ou moins grandes que la distance Terre-Namek, ou bien qui peuvent être droites ou pas. Mais là, on va partir du principe qu'elles le sont. Mais vous verrez que de toutes les façons, la vitesse de la lumière est déjà largement dépassée. Pour avoir la distance totale que Gas aurait parcouru en 20 minutes, parce qu'à un moment, il s'est téléporté, on va juste multiplier la distance Terre-Namek par 10. On va juste ajouter un 0 partout et ça va nous donner ces nombres que je n'ai franchement pas envie de prononcer. Donc, Gas, en parcourant cette distance en 20 minutes, selon les estimations faibles et hautes, aurait des vitesses respectives de 900 000 fois la vitesse de la lumière à 5 millions de fois la vitesse de la lumière. En fait, je suis sûr que tu étais fier de toi après le calcul, mais au moins tu ne mentais pas pour les mathématiques, car ton calcul est complètement faux. Tu as multiplié des inconnus pour obtenir un résultat. Tu ne possèdes ni temps ni distance. Tu ne connais même pas les temps qu'ils se sont écoulés avant l'appel de Whis et bien sûr la distance avant la téléportation. Tout le raisonnement, il est mauvais et n'a rien de mathématique. En plus d'être inutile, car il a fait la même erreur que moi quand j'ai parlé de la vitesse de Saitama. Et quelqu'un me l'a fait remarquer qu'on ne peut pas estimer sa vitesse de combat avec son aller-retour Terre-Lune. C'est totalement vrai. Sailor Moon, elle peut faire des voyages rapides, mais sa vitesse de combat n'est pas luminique. Luffy peut se battre avec des personnes allant à la vitesse de la lumière. Dans Saint Seiya, ils peuvent lancer des attaques et réagir à la vitesse de la lumière. Omniman fait des voyages interstellaires, mais tous ne se déplacent pas constamment à la vitesse de la lumière, que ce soit dans un sens ou l'autre. Et il n'y a aucune règle qui établisse que c'est des équivalents. C'est aux œuvres de le faire. Même si les power scalers veulent dire que si, ils n'ont aucune autorité sur une œuvre. Le seul passage qui mentionne la vitesse lumière dans Dragon Ball, c'est dans l'anime. Mais les maxeurs ne l'utilisent pas car elle contredit toute leur théorie.
Dans l'épisode 104 de Dragon Ball Super, Dispo se bat contre Hit et d'après Toppo, il réussit à dépasser la vitesse du son et celle de la lumière. Mais ça reste une déclaration orale. Dispo précise immédiatement qu'il peut accélérer en un instant et il s'agit d'une technique qui est sur une très courte durée, utilisée pour passer le saut temporel de Hit et non quelque chose de constant. Et ça contredit la vitesse lumière dans Dragon Ball. Car si Goku et Vegeta se déplaçaient déjà constamment à cette vitesse, lors de leur ancien combat avec Hit, ça n'a pas de sens qu'il ne l'ait pas fait, ni la mise en scène de Dispo, qui est si rapide que Champa demande à Vados si elle a vu quelque chose, un dieu de la destruction. Mais bon, Zeno la fraude, c'est pareil. Goku a affronté Dispo et il s'est fait outspeed. Il a même dit pas le temps pour la téléportation, pour ceux qui adorent parler de la téléportation. Mais le point faible de Dispo est qu'il fait des mouvements linéaires, et Goku l'a remarqué. C'est juste une question de timing. Hit, il va reprendre le combat et alterner les techniques pour l'embrouiller et l'empêcher d'utiliser sa technique d'accélération. Ils ne se battent pas à la vitesse lumière constamment. Si tu veux utiliser des calculs scientifiques, fais-le avec cohérence. Si c'est un bon calcul, on verra. Moi, ça m'intéresse. Et ne demande pas aux autres les databooks seulement quand ça t'arrange. Vous allez dire, Saitama, pas de vitesse lumière. En fait, Flashy Flash, il est luminique. Et il se fait Speed Blitz par Saitama. En bref, Saitama, Speed Blitz, Goku, car Saitama va constamment, massivement, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Parce que le Dragon Ball ne va à cette vitesse. Peu importe ce que les maxeurs vous diront. Exact. Donc comme ça, aucun personnage de Dragon Ball ne se déplacera à la vitesse de la lumière. Eh bien, quelle preuve vous avez pour soutenir cette affirmation? Une prise. Ce n'est pas à nous, par contre, de soutenir l'affirmation. C'est à vous de la soutenir. C'est ce que j'ai fait. Qu'il y ait... Non, tu n'as rien fait du tout. Alors, ou quelque chose qui montre qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Moi, je présente juste les seules fois où eux, ils parlent de la vitesse à laquelle ils vont. Comprendre que ce que tu présentes sont des traductions erronées. Qui ne change toujours à rien le fait que, à aucun moment, ils ne parlent de la vitesse lumière en 40 ans de Dragon Ball. Et t'auras beau dire traduction, elle est mauvaise, pourquoi tu ne présentes pas celle qui dit vitesse lumière? C'est aussi simple que ça, tu esquives pour ne pas répondre. Aussi simple que ça. Et Goku dans Dragon Ball était déjà plus qu'à mesure de réagir au Taioken de Tenshinhan, vu qu'il a profité de ce laps de temps pour aller chercher les lunettes de Muten Roshi et... Tu parles d'une technique que Goku connaissait déjà, il l'avait vu lorsque Tenshinhan l'a utilisé sur Kame Sennin, et il a pu anticiper en allant chercher les lunettes qui étaient juste à côté. Sur Namek, lorsque Krillin utilise le Taioken, il prévient Gohan de se couvrir les yeux. Quand tu connais la technique et que tu sais qu'elle arrive, tu peux donc prendre tes précautions. On parle en plus de Goku, qui est justement capable d'anticiper des actions de ses adversaires comme avec Hit. Donc utiliser cette scène comme si Goku avait simplement réagi à la lumière la première fois qu'elle était partie et qu'il ne connaissait pas, vraiment là j'ai de la peine de te voir. Autant te débattre pour essayer de prouver quelque chose que tu n'arriveras jamais. Revenir sur sa position. Le Taioken qui est décrit dans le World Guide comme une attaque de lumière. Faut comprendre que dans Dragon Ball, on suit les combats à travers les yeux des combattants et non à travers ceux des humains normaux. Personne. Oui, et en fait, Mister Satan va à la vitesse de la lumière et évite son chargeur sur l'attaque debout. Ah mais non, tu as coupé cette partie pour ne pas y répondre. On a des êtres humains qui voient les attaques à la vitesse de la lumière. Tu sais que dans la réalité, ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas avoir une attaque à la vitesse de la lumière. C'est impossible pour lui. Dans Dragon Ball, la puissance de Saitama. Et vos seuls arguments, c'est du lore, des interprétations, et aussi un seul feat en lien avec le scénario. Ça sent le rage bait de mauvaise qualité. Jusqu'à preuve du contraire, Saitama est multi-solar system et Goku scale sur le macrocosme. Durant cette vidéo, Kagami a utilisé le sophisme de l'ad nauseam, répéter continuellement une affirmation jusqu'à ce qu'elle finisse par être acceptée comme vraie, en plus de l'argument d'autorité du power scaling, qui ne vaut absolument rien, mais faisons un exercice très simple. Présenter ces deux personnages à quelqu'un sans révéler leur nom. Le personnage A peut par sa force physique produire et encaisser une attaque dont les effets détruisent des millions de galaxies, dites même des millions de systèmes solaires si ça vous fait plaisir. Il est insensible aux dégâts physiques et tu peux le jeter dans tous les sens, rien du tout. Il attaque, se déplace et réagit massivement plus vite que la lumière. Et cela constamment, sans aucune limite de temps ni d'endurance. Il peut projeter des trillions de kilogrammes sans effort à des milliers de kilomètres et disperser des planètes aussi grandes que Jupiter avec un simple souffle. Et il a une particularité, il peut manipuler son environnement et saisir des choses intangibles, comme de l'énergie. Kamehameha, Il peut aussi renverser la causalité et rien ne semble l'affecter. En plus, toute cette puissance augmente exponentiellement en un instant et sans limite, si bien qu'il peut battre un adversaire qui a la même capacité la seconde suivante avec facilité.
En face, le personnage B, en dégâts physiques, le maximum qu'il a montré, c'est des cratères de la taille d'un grand bâtiment. Défense physique, il subit des dégâts quand on lui jette des objets ou en étant projeté et écrasé contre le sol. Il est sensible aux armes, n'a pas d'invulnérabilité particulière. Il a des attaques énergétiques qui peuvent détruire une planète et en étant généreux, un système solaire. Ces vagues d'énergie ne vont pas à la vitesse de la lumière et demandent un temps de chargement pour être plus puissantes. Mais il ne peut même pas les faire à puissance max car il ne pourrait pas survivre dans le vide spatial. Il peut se déplacer de façon supersonique en combat, mais il ne va pas à la vitesse de la lumière. Et enfin, chacune de ces techniques consomme son énergie. Plus le combat dure, plus son endurance et ses performances diminuent. Mais vous pouvez ajouter à personnage B tous les effets environnementaux que vous voulez. L'univers qui tremble, les soleils qui deviennent de toutes les couleurs, les couches dimensionnelles qui se mettent à vibrer, des fleurs qui poussent dans le vide spatial et dans tout l'univers, en précisant bien que tous ces effets ne lui donnent ni davantage de force, ni davantage de vitesse, ni davantage de résistance. Il ne change absolument pas dans les conditions du combat. Ce sont des effets de mise en scène, pas des capacités offensives ou défensives. Et demandez objectivement à quelqu'un qui, selon eux, va gagner un combat entre personnages A et B. Et combien de persos dans Marvel et DC, s'ils s'y connaissent, et toute la fiction, le personnage B peut espérer battre. Et vous verrez les réponses. Vous-même sans le savoir et sans connaître le nom, vous le savez si vous êtes objectif. La différence est abyssale. Et c'est quand même drôle de se dire que le feat de puissance de Saitama le plus insensé n'existe même plus et n'a jamais existé dans la chronologie actuelle de base. En fait, ça ne change rien du tout parce que le Saitama actuel, il speed blitz Goku. Mais voyez l'hypocrisie parce que lui-même a dit qu'il fallait prendre les persos à leur prime. Mais bon. Tabasse aussi Cosmic Garou en forme de base et avec la fission spirituelle forcée, le combat va finir comme ça. Mais ça, tu peux pas le savoir parce que tu n'as ni vu ni lu Dragon Ball. Ni qui sert à séparer tout ce qui a été assemblé par union ou bien par absorption. Donc si tu as un pouvoir dont la source est extérieure à ton propre corps, ce pouvoir retournera à son origine. Et t'appelles Vegeta pour une fission. Tu n'as pas lu One Punch Man, Garou n'a pas fusionné ou absorbé, il a reçu des pouvoirs divins. Je savais que tu tomberais dans mon piège. Union, absorption, assimilation. Appelle ça comme tu veux, mais Cosmic Garou a absorbé ou bien assimilé les pouvoirs de G qui ne lui appartiennent pas. Et avec La fission de l'esprit sépare les esprits fusionnés et les esprits des gens. C'est expliqué dans le manga. Moro a volé l'âme des gens, leur esprit. Si vous voulez une bonne explication, c'est dans le manga. Et il y a plusieurs sites qui l'expliquent. Garou n'a pas fusionné son esprit avec Dieu, ni absorbé l'esprit de Dieu. Il a reçu des pouvoirs divins. Donc tu inventes à la fission de l'esprit des propriétés qui ne sont même pas dites dans l'œuvre. un simple coup de poing, ses pouvoirs ont quitté son corps. Alors je te laisse imaginer ce que ça ferait avec une technique spéciale pour séparer ce genre de pouvoir. Tu inventes des trucs qui ne sont pas dans One Punch Man. Dieu n'a pas fusionné avec Garou ou son esprit n'était pas dans Garou. Il a repris ses pouvoirs. Je précise, Vegeta a dit qu'il a retiré à Moro les esprits qu'il a volés. Mais ce n'est dit nulle part que Vegeta peut séparer les pouvoirs des gens. Il ment. Je te donner ça. Juste pour savoir, Vegeta, il peut séparer les pouvoirs divins de Goku et Beerus maintenant ou c'est juste nouveau? En principe, oui, mais non. Comme tu as vu Dragon Ball, apparemment, tu devrais pousser la réflexion un peu plus loin. Le pouvoir divin peut être obtenu et renforcé par l'entraînement. Et pour Goku, le pouvoir Bref, en fait, il invente ses propres règles. qui ne font pas partie intégrante de lui, donc une énergie qui peut être séparée par la fission spirituelle forcée de Vegeta, Tu inventes tes règles. tout simplement. Le power scaling, Pas tout simplement, selon Kagami. c'est leur base. Sans comprendre que tu dois C'est quand même triste que tu as lu Dragon Ball et tu n'as pas compris comment fonctionne la fission de l'esprit. prendre en compte tous les aspects. C'est leur mouille. Elle est multiversale, ok. Mais résistance, puissance, endurance, force, niveau humain. Elle se fait one tap par 99,9% de l'affection. De 1, tu racontes n'importe quoi. De 2, tu ignores que le power scaling prend en compte tous ces éléments. Eternal Sailor Moon dans sa forme lambda, c'est littéralement une déesse cosmique massivement plus puissante que Sailor Cosmos, à mesure de recréer tout le macrocosme après avoir vaincu le chaos primordial qui lui aussi est multiversal. En termes de vitesse, en faible estimation, elle est massivement plus rapide que la lumière. En mode Eternal Sailor Moon, elle a une En fait, c'est un peu la honte parce que les déplacements interstellaires, ça ne constitue en aucun cas un exploit de vitesse de combat. C'est pas la honte. Bravo, tu fais des efforts de compréhension du power scaling. Oui, la vitesse de déplacement, c'est pas la vitesse de combat, mais la vitesse de combat est très souvent supérieure à la vitesse de déplacement. Tu viens encore d'inventer une règle. Elles ont fait un déplacement. Ça ne veut pas dire que c'est leur vitesse de combat et c'est tout.
ce qui est le cas dans Dragon Ball et dans Sailor Moon. Donc Saitama n'est pas construit pour affronter une déesse comme Sailor Moon. Il n'a pas répondu à la question parce qu'il aime bien lire comment elle va blesser Saitama, avec quoi. C'est immesurable. Elle est en mesure de résister à ses propres attaques capables de détruire un univers renvoyé sur elle-même. C'est pour ça qu'en power scaling, la résistance d'un personnage est très souvent supérieure ou égale à sa puissance d'attaque. Dire que ça c'est un homme de paille. Moon résiste à une de ses attaques ne suffit pas pour lui attribuer une résistance universelle ou multiverselle. Ça, c'est selon toi et ça ne concerne que toi en power scaling. En power scaling, on invente des règles. Ça suffit amplement. Si mon attaque est capable de détruire un univers et que je me prends mon attaque, Sailor Moon n'a pas de pouvoir pour détruire un univers. Là, il fait un homme de paille. Il invente une capacité qu'elle n'a pas. de plein fouet et que j'y résiste, ça veut dire que j'ai une résistance universelle. Sophisme ad ignorantum. Elle n'a pas d'attaque pour détruire l'univers. Il le sait, mais forcément pour lui, elle peut parce qu'il y croit. C'est tout simplement ça. On n'a rien à faire qu'elle soit multiversale. Si on en a quelque chose à faire, vu que Saitama n'a jamais montré un feat de puissance d'un tel niveau, et ça vous le savez très bien, et c'est pour ça que vous cherchez à... Non, Saitama a montré beaucoup plus en puissance pure, qui sera utile pour un combat, que Goku qui montre des feats de scénario. Que le ciel devienne violet quand ils vont se battre, ça ne va rien changer au fait que ça ne lui donne pas une force en plus. Mais Sailor Moon n'a jamais démontré être capable de détruire des multivers et des univers. Donc oui, on n'en a rien à faire de la création. Peut-être parce qu'elle n'en a rien à faire de détruire l'univers qu'elle est censée protéger. Vu qu'elle est massivement plus puissante qu'un être qui est capable de détruire l'univers, elle prend automatiquement le tiers en capacité de destruction. Et si ça ne te suffit pas, elle a détruit le monde de la reine Nélénia, qui est décrit comme un dark univers parallèle contenant une multitude d'autres dimensions. Sailor Moon est une purificatrice et créatrice. Ça n'a absolument rien à voir. Les pouvoirs qu'elle a, ils ne sont pas liés à la destruction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Purifier Saitama? Dis-moi pourquoi tu inventes des règles. Ah oui, c'est du power scaling. Et tu dis qu'elle a détruit un univers. Elle a cassé un miroir. D'où casser un miroir va permettre de battre Saitama. C'est quoi ce délire? Comment vous pouvez le croire? Tout prix à décrédibiliser et à rabaisser au maximum les autres personnages. Or, c'est pas comme ça que le power scaling fonctionne. Alors là, prenons un exemple simple. Dans Dragon Ball, les Kaioshin participent à la création et au développement de la vie, tandis que Beerus est un dieu de la destruction. Pourtant, personne ne prétend que créer et détruire sont automatiquement des feats de puissance équivalents. oui, personne ne prétend que créer et détruire But contre ton camp. sont des feats 100% équivalents. Mais hélas, Sailor Moon a aussi cette capacité de destruction. Celui qui est capable de détruire. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Ce que tu fais, c'est attribuer un exemple avec un miroir. Il sera toujours plus puissant que celui qui est capable de créer sans détruire. C'est tout à fait logique. Mais encore une fois, dommage pour toi, Sailor Moon a aussi cette capacité de destruction. Tu mens, elle a cassé un miroir. Des fans de Goku qui pensent que c'est un dieu, c'est qu'il a fait trembler son univers. Oui, et alors? Et alors, de 1, ils allaient le détruire, c'est dit dans le manga et l'anime. De 2, il n'était pas à fond, c'était juste un sparring. Et de 3, Saitama n'a jamais démontré un feat de puissance comparable. Le feat de Saitama est une destruction jusqu'au photon de millions de galaxies. Donc, un feat de puissance multi-galaxie, si je veux aller dans votre sens pour vous faire plaisir, mais et alors? En fait, le problème avec les maxeurs, c'est que ça tourne en rond. Parce que, dans leur tête, si tu te bats et que partout dans l'univers, il y a des fleurs qui poussent, et ben forcément, dans ton combat, ça va te servir à battre quelqu'un qui, en une frappe, il va te réduire en poussière. Galaxie, c'est rien comparé à un univers. Donc, ça commence à tourner en rond. Et comme je le disais, Oui, tu tournes en rond. Saitama n'a jamais rien montré de similaire. Goku n'a jamais Pour ceux qui ne le comprennent pas, est-ce que vous considérez que Ichigo, dans Bleach, a la capacité de détruire directement une planète? Si vous avez bien lu Bleach, vous savez bien que non. Mais si l'auteur décide de mettre en scène Ichigo et dit que toutes les barrières et la réalité va s'effondrer, et rajoute que l'univers entier est à risque de destruction, c'est un feat scénaristique lié à l'univers de Bleach, qui ne démontre pas une capacité de destruction directe de Ichigo. Cela ne signifie pas qu'ensuite, Ichigo pourrait, avec ses capacités, détruire des planètes, un système solaire ou des galaxies. Bleach n'affirme pas cela. Je n'affirme jamais cela. Mais des power scalers, vu que ils font de l'obscurantisme, ignorent toute forme de logique et font des sauts sémantiques. Et sans le prouver, peuvent affirmer Goku et Beerus ont menacé leur univers, alors Goku peut détruire l'univers et des galaxies. Sauf que rien ne démontre dans l'œuvre une capacité directe de Goku pouvant le faire. Et ce n'est jamais dit. Et moi, ce que je fais, c'est de l'analyse littéraire qui est beaucoup plus rigoureux, et j'en parlerai plus loin dans la vidéo,
C'est ce qui me permet de dire que Superman et même Hulk sont plus forts que Sailor Moon en me basant sur les capacités de combat réelles, pendant que Kagami, lui, utilise des feats scénaristiques qui ne donnent aucun avantage dans un combat. Et les feats après coup nous montrent même qu'il n'a rien fait de similaire. Qu'est-ce que Goku en a à faire de détruire l'univers qu'il est censé protéger? Et au cas où C'est simple, il a affronté d'autres personnes. Il n'y a pas eu de feat démontrant un univers en danger. tu l'aurais pas remarqué, Saitama n'a jamais reproduit cet exploit de puissance. Pire encore, cet exploit de puissance n'existe plus et n'a jamais existé dans la chronologie actuelle. En fait, est-ce que tu essaies de prouver aux gens que tu es de mauvaise foi ou que tu ne comprends rien à ce que tu lis? Parce que le Serious Punch au carré de Saitama, il a été fait avant son boost de puissance. C'est-à-dire c'est le Saitama régulier qui a réalisé ce feat. Ce feat, il a été réalisé avec des Russes. Comme Saitama, avec Cosmic Garou, Blast et son équipe. Blast et son équipe, mais de quoi tu parles? Ils ont juste dévié les points qui s'entrechoquent. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire que ça aurait été pire. Ils ont dévié le truc pour protéger la Terre. Dans le cadre du scénario lié à l'univers Dragon Ball, Tu voulais que ce soit lié à l'univers de quoi? My Little Pony peut-être? Là, il vient de faire le sophisme de l'appel au ridicule alors que c'est assez simple à comprendre. Mon fils de 9 ans, il lit des mangas et il a parfaitement compris que certains phénomènes sont propres à la cosmologie d'un univers. Dans One Piece, un clash de haki peut fendre le ciel. Dans Bleach, la pression spirituelle écraser les gens. Et dans Dragon Ball, le clash de ki divin a menacé leur monde. Sauf que c'est des phénomènes qui sont propres à leur univers et non de la puissance destructrice directe de Goku. Il n'a ni montré qu'il peut à lui seul le faire. On va partir du principe que Goku n'a jamais montré qu'il est capable de détruire l'univers à lui tout seul. Mais dans Dragon Ball, est-ce que vous savez qu'il y a un personnage qui est capable de détruire l'univers et que Goku surclasse? Il s'agit de Buan. Buan, en détruisant les barrières interdimensionnelles qui séparent les dimensions alternatives, entraînerait leur collision les unes contre les autres. Là, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un but contre ton camp. En présentant un feat scénaristique de Buan qui ne lui a donné aucun avantage de force, de vitesse ou ce que tu veux contre végétaux. Merci Kagami de prouver ce que j'explique. Les Power Scalers ne comprennent même pas que leurs propres arguments sont des preuves en leur défaveur. Qui détruirait l'univers. Et ça, tu peux le faire juste en concentrant ton ki de façon incontrôlable. Donc, Non seulement c'est quelque chose qui n'est pas établi dans Dragon Ball et il invente encore une fois ses propres règles, mais si on applique strictement son raisonnement, il suffirait d'avoir la capacité de détruire la planète sur laquelle tu te trouves pour gagner un combat. En fait, des fois, je me demande s'il se rend compte des choses qu'il raconte. Car en gros, il ne veut pas comprendre que la capacité dont il parle est liée à l'univers où ils sont et ne donne aucun avantage pour un combat, en général, les héros sont censés protéger l'univers et non le détruire. ni résister à une attaque pouvant détruire un univers. Si j'ai déjà démontré, et en parlant de résistance, Akai et Saitama, on n'en parle plus. Goku ne maîtrise pas le Hakai, il utilise juste une charge de ki qui n'est pas capable de détruire directement une galaxie entière. Et le Hakai, il est esquivable si tu es plus rapide. Et oui, Saitama, il est plus rapide. Au contraire, par la suite, il a montré de plus en plus de faiblesses. Et rappelle que Saitama, il est capable de battre une ancienne version de lui qui est aussi capable de détruire des millions de galaxies facilement. Goku peut aussi facilement battre une ancienne version de lui. Je ne vois pas la pertinence de cet argument. Mais est-ce que Mais t'es en train de mentir là. Tu mens si tu penses que Goku peut battre une version de lui de la veille. Il n'a pas vaincu Zamasu. Pourquoi tu coupes aussi la vidéo pour éviter de répondre à ça parce que je l'ai dit dans ma vidéo. tu ignores, c'est que le Saitama de la chronologie actuelle ne peut pas battre celui de l'ancienne chronologie qui n'existe plus, parce qu'il faudrait qu'il soit sujet à la même explosion émotionnelle pour atteindre ce pic de puissance. Mais il n'y a même pas besoin de l'ancien Saitama pour battre Goku, donc c'est quoi le rapport? En dessous, en termes de capacité de combat, ce qui compte dans un combat. Il n'a même pas la puissance pour détruire un soleil. Voici un exemple concret du dis-moi que tu n'as pas vu Dragon Ball sans me dire que tu n'as pas vu Dragon Ball. Chapitre 415, Cell dit avoir déjà concentré assez d'énergie. Et j'ai aussi fait une vidéo pour expliquer ça, car eux... Allez voir sa vidéo si ça vous intéresse de rigoler, mais si même les faits textuels il les réfute, ça ne sert absolument à rien de débattre. En fait, il faut comprendre. Je vais faire une vidéo pour bien expliquer l'argument utilisé de Cell, vous allez voir. Que c'est bien les arguments de l'or scénaristique, mais en fait, après, qui n'ont aucun sens. Ça reste des arguments solides. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fiction. Et la Non, ce n'est pas des arguments. En fait, le problème, c'est ça. Je vais expliquer après, vous allez comprendre. fiction permet à des choses insensées d'exister, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Quand tu crées arbitrairement une règle disant que les exploits de puissance liés au scénario, comme tu les appelles, ne comptent pas,
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ta règle, libre à toi de penser comme tu veux, ça ne concerne que toi et toi seul. Ce n'est pas une règle que j'ai inventée. C'est une distinction qui existe en analyse littéraire et en narratologie. On distingue ce qui survient pour répondre aux besoins de l'intrigue. Il y a la motivation compositionnelle. Un événement est introduit parce qu'il remplit une fonction dans l'intrigue. La diégétique, c'est un événement qui s'explique par les propriétés du monde, comme le ciel qui va se fendre avec un clash de haki, comme dans One Piece, la pression spirituelle dans Bleach, le chakra dans Naruto, les énergies occultes dans Jujutsu Kaisen et le ki dans Dragon Ball. Mais si tu veux être rigoureux, il faut regarder la cohérence interne sur l'exploit narratif et te demander est-ce que le personnage, en fait, il peut reproduire ce genre de choses ou est-ce une incohérence ou bien même une simple prouesse gratuite, ce qu'on peut appeler un fanservice. Et c'est pour ça qu'avec les poids scolaires, on ne peut pas s'entendre, parce que eux, ils ne connaissent pas ce genre de principe. Il y a des fans qui ne le comprennent pas car ils n'ont pas la notion de puissance. Goku va chez DC ou Marvel, il n'est même pas top 500 des personnages. Franchement, je suis gentil. Vas-y, donne les noms. Oh, facile, tu prends la liste déjà de tous les Kryptoniens, ceux qui n'ont pas été bridés par le scénario, Oui, Superman est souvent bridé par le scénario. Il contrôle constamment sa force afin de ne pas tuer ou de blesser inutilement et de limiter les dégâts collatéraux. Cette morale est fondamentale chez Superman. La majorité des versions de Superman non bridées, c'est celles chargées en énergie solaire. Et sans retenue, il malaxe Goku. Car on est censé prendre au Prime, chargé en énergie solaire, Goku ne fera rien du tout. Après, venant de quelqu'un qui pense que Goku peut battre Superboy Prime et Cosmic Armor Superman... et que Goku enfant va plus vite que Wily West, j'ai bien compris que l'univers d'ici, ce n'est pas vraiment ton truc, hein, mais bon, ce n'est pas comme s'il pouvait y avoir une vraie conversation, mais bon, selon toi, c'est un but contre mon camp. Tu as ceux qui ont une force égale à eux, et aussi en vitesse, ceux qui sont supérieurs à Superman. C'est toujours pas des noms, et Goku les tabasse tous. Sans même connaître les noms, il part déjà de la conclusion que Goku gagne. Donc, à quoi bon lui donner ? Ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui est tellement aveugle qu'il invente même des vitesses lumière pour maxer son perso et dire qu'il est niveau Outer Versal. Un niveau bien sûr qui ne vaut rien du tout parce que c'est du power scaling, mais bon. Il n'y a pas de conversation rationnelle avec une personne comme ça. Des noms avec des exploits quantifiables. Quantifiable, comme la vitesse lumière en combat, j'attends toujours. Tu prends aussi les entités cosmiques, ceux qui manipulent la réalité directement. Même en partant du principe qu'il battrait Goku, le compte n'est toujours pas bon. Goku en tabasse 90. Ça, c'est bien la preuve que tu ne te rends pas compte du nombre d'entre eux dans Marvel et DC. 9,9%. Et c'est Goku les fume Ça, c'est selon toi. tous. Les utilisateurs de magie de très haut niveau. 99,9% se font en speed blitz. Je dis 90. Ah ouais, et Moro, il s'est fait split blitz. Ou Goku, il a dû repartir la queue entre les jambes. 19,9% parce que je ne connais pas tous les noms. Parce que je ne connais pas tous les noms. Parce que je ne connais pas tous les noms. Ce magnifique but contre son camp. Affirmer que Goku va gagner contre 99,9%, mais sans les connaître. Ne les passe pas, Goku. Parmi les dieux et les nouveaux dieux, Goku en tabasse 99,9%. Les Beyonders se font... Il parle des Beyonders. Les Beyonders qui ont tapé le Living Tribunal. Et Goku va les tabasser. Bien sûr. tous fumer en même temps. Un Kamehameha a fait le taf. Les entités Bien sûr. abstraites comme Ki. L'esprit, c'est aussi quelque chose d'abstrait. Et le Ki, c'est l'esprit. Quoi ? C'est la personnification consciente d'un concept, comme le temps ou l'espace. Leur apparence physique, c'est généralement juste une manifestation. Tu peux la détruire, ça ne change rien, le concept, il reste présent, comme Infinity ou Eternity. Et avec leur pouvoir, Goku, il ne fera rien du tout. Donne les noms qu'on voit au cas par cas. Non. Bah vas-y, c'est quoi ? On va commencer par Infinity et Eternity, juste pour rigoler, pour que vous voyez à quel point il est délusionnel. Arrêtez de vouloir débattre avec des exemples de fanservice qu'il n'a jamais renouvelé. Ça, c'est le résumé parfait de la mauvaise foi qu'on peut retrouver chez certains fans de Saitama. Le 2 poids de mesure sur le non-renouvellement. Tu essaies d'écarter l'exploit de puissance de Goku à 16 gigodes sous prétexte qu'il ne l'a jamais réitéré de la même manière en oubliant que Goku devient de plus en plus... Non, c'est juste parce que c'est un feat scénaristique, ce que j'ai expliqué avant, et que ça n'a aucune valeur dans un combat vu que c'est juste un effet.
plus puissant et contrôle mieux son énergie à chaque arc. Mais tu nous sors en même temps le feat de Saitama d'une seule case, la destruction de plusieurs étoiles alors qu'il ne l'a jamais renouvelé. Destruction directe. Donc en fait, il veut comparer une destruction directe avec le fait que, par exemple, si tu te retrouves en face d'un mec, comme j'ai expliqué avant, qui fait pousser des fleurs quand il se bat, il va sûrement être plus fort parce qu'il les a fait pousser partout dans l'univers. Encore, cet exploit de puissance a été effacé de la timeline à cause de son voyage temporel et de la fusion Ça ne change rien du tout. C'est toujours quelque chose qu'il peut reproduire étant donné que c'était le Saitama du présent. avec son double antérieur. Utiliser un exploit de puissance Donc, quand tu parles de mauvaise foi, là c'est toi. de Saitama qui n'existe plus dans la chronologie actuelle tout en crachant sur celui de Goku, c'est le summum de l'hypocrisie. La différence entre toi et moi, c'est que je sais faire la différence entre un feat direct et un feat scénaristique. Mauvaise foi. Donc, en plus d'être fallacieux, ton argument se retourne contre toi. En power scaling, quand on veut confronter deux personnages, on prend une version spécifique à son prime. Et je suis désolé que tu le veuilles. Et là, c'est but contre ton camp, car son prime, c'est la version contre Cosmic Garou qui a explosé avec une force exponentielle. Et sa force, elle est incomparable avec le Saitama du début qui lui-même explose Goku. Ou non, Saitama n'a encore rien montré de significatif pour pouvoir être comparé à un top tier. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, il n'essaie pas de comparer leur feat de puissance à chacun. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de prendre un feat scénaristique qui n'est pas utile dans le combat. Et j'ai expliqué le principe de la narration, mais lui, comme c'est un lecteur, il n'a pas envie de l'accepter. De l'univers 7. Vos interprétations, et quand vous montrez, C'est bizarre que tu n'as pas contredit sur le fait que c'est des fanservice. Parce que ton argument fallacieux c'est du fan service, donc l'argument ne peut pas être recevable dans un débat est tellement invalide et vide de sens que je l'ai oublié. Donc merci de me l'avoir rappelé, mais dommage pour toi. Le fan service, ce n'est pas un statut narratif qui invalide la physique d'un univers. Si l'auteur décide de te montrer qu'un personnage... Je sais pas si vous remarquez, mais c'est un disque rayé. C'est de la mauvaise foi. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est tourner en rond parce qu'il veut absolument mettre sur le même plan feat de destruction et feat scénaristique. est capable de détruire un univers. Tu n'es personne pour venir décider que parce que c'est du fan service, selon toi, cet exploit ne peut pas être pris en compte. Encore un homme de paille, personne ne retire les exploits directs de Goku. Ce qui compte dans un combat, c'est les feats pour le combat. Dire que son ki détruirait son univers ou même son Reiatsu, ça change à quoi le fait que le maximum de dégâts physiques qu'il fera, c'est un cratère dans le sol ou qu'il ne pourra pas suivre quelqu'un qui va massivement plus rapide que la lumière et qu'il ne résistera donc pas aussi à un coup capable de détruire une galaxie. Certaines scènes scénaristiques, ça, ainsi que les gags, comme avec Saitama. des gags, car vous ne les comprenez pas. C'est un peu culotté de ta part de dire aux gens qui n'ont pas compris un manga que toi, visiblement, tu aurais lu, mais... Tu n'as même pas compris le fait que Saitama, il est essoufflé. Quand je parle bien d'un combat, mais toi tu prends ceux du scénario. Est-ce que Goku en affrontant Yajirobe peut être essoufflé? Non. Juste pour dire que les adversaires de Saitama ne sont en aucun cas comparables à ceux de Goku. C'est Mais Goku, il passe même pas tous les adversaires que Saitama il a eu. Il passe pas Garou Monster. Blast, il le passe pas, même si c'est pas son adversaire. Tatsumaki, il ne la passe pas. Dans l'association des monstres, il ne passe pas Orochi, le Fab doré. Comme l'auteur l'a dit, Saitama c'est juste un mec fort dans un monde de faibles. Il a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Je ferai une vidéo pour expliquer Saitama parce qu'apparemment, lui, il a rien compris. Que tu n'as pas compris. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Comme je viens de le dire, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. En résumé, il ne sait pas faire de power scaling, mais ça on le savait déjà. Le power scaling est une invention de fans qui n'a aucune valeur. Vous créez vos propres règles et vous pensez que les gens sont censés s'y conformer. De deux, il n'en a rien à faire du power scaling. Il invente Clairement, j'en ai rien à faire du sophisme. des règles pour minimiser les exploits des Justement, c'est vous qui avez inventé une règle. autres personnages. Il s'attend à ce qu'on suive ces mêmes règles. Donc en Non, vous avez inventé une règle pour maxer des personnages. réalité, il débat tout seul. Moi, je suis juste là pour exposer ces techniques au rabais. De trois, Si par technique au rabais, tu veux dire utiliser la narratologie et l'analyse du texte, c'est ton point de vue. il tient une position hypocrite alors que Saitama n'a absolument rien renouvelé. Et pire encore, le prime de Saitama est dans une chronologie qui n'existe plus. Sauf que le Saitama actuel, Speed Blitz Goku. Conclusion de la vidéo, Kagami n'a pas fait ce que je lui ai demandé, fournir des données officielles, car même s'il veut utiliser des calculs, il a inventé les siens. Il fait énormément de sophismes, comme l'argument d'autorité du power scaling, qui n'a aucune valeur et qui se base sur leurs propres règles, qu'ils imposent aux œuvres. C'est comme ça qu'il invente que Goku est aotaversal et il pense que vous devez l'accepter. Il a fait énormément de sauts sémantiques et de dribbles. Il invente des propriétés qui ne sont pas expliquées dans les œuvres en utilisant sa logique et non la logique interne de l'œuvre. Comme
C'est une histoire de fission de l'esprit, attaque luminique, qui contrôle magique, voire un déplacement rapide non quantifié et dire que c'est de la vitesse lumière. Non, cette vidéo a subi la loi de Brandolini, mais c'était important d'exposer les techniques du maxing, car le problème avec ceux qui sont aveuglés par une passion est de ne pas réaliser les limites du personnage qu'ils aiment, même si elles sont montrées dans une œuvre. Des fans chercheront toujours à tout faire pour rationaliser et rejeter ce qui ne valide pas leur biais de surpuissance. Goku n'est pas le plus fort de toute la fiction. Et alors ? Est-ce que ça fait que vous aimez moins Dragon Ball? N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche si vous aimez ce genre de contenu et c'est important pour me soutenir et combattre la dictature des maxeurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était Stylish, à bientôt.